La première carte du tarot divinatoire de Marseille se nomme le battleur. Un mot qui n'est plus très utilisé aujourd'hui, mais qui possède bien un sens bien précis, inscrit dans les dictionnaires. Un battleur est un personnage de foire sur les places publiques et dont le rôle, la fonction est d'amuser les spectateurs, les enfants comme les parents, les passants, par des tours de magie, d'adresse, de jonglerie, d'acrobatie et même de bouffonnerie. Un savant mélange de magicien et d'artiste. Il jongle avec l'illusion et la réalité, comme un miroir qui montre plusieurs vérités. Et là se dévoile tout l'art alchimique, des techniques précises associées à des rites ou de la magie. Mais là où l'âme agit pour une réalisation concrète, précise, particulière, permettant de transcender le temps et l'espace pour aller de l'autre côté du miroir. L'âme agit, et agit encore mieux par les lames du tarot, ces cartes qui sont appelées ainsi, et dont le battleur en est la numéro 1. Tout sur cette carte nous indique que nous nous trouvons sur le chemin de la quête alchimique. Les objectifs, les outils, les techniques, les principes, la voie, et bien d'autres choses. Même si le mot n'a pas la même racine, le battleur nous fait quand même bien penser à celui qui va prendre un bateau, qui va batteler, pour naviguer sur une mer inconnue, pour une terre inconnue. Mais peut-être que cette terre inconnue, c'est la terre promise, cette terre alchimique, et ce qui va être bien le cas ici au travers du jeu de tarot. Alors, revenons à la carte, celle-là, cette précise, et sa description. Commençons par le personnage, et là déjà, le symbolisme foisonne. Le chapeau, du haut vers le bas, tout commence par son chapeau. Ou plutôt tout finit, car ce chapeau possède une forme particulière. On l'appelle en mathématiques la lemniscate de Bernoulli. Mais elle est plus connue comme représentant le signe infini. Deux boucles qui s'unissent, qui se marient, qui se combattent, mais qui se lient avec grâce et douceur sans limite. Cela signifie bien que cette quête n'est pas matérielle, sa portée est infinie et reliée à des choses qui ont leur aboutissement loin de la terre et de la matière. Nous sommes bien dans une grande quête spirituelle, au-delà du matériel. Un cheminement qui devra osciller entre plusieurs états, des deux côtés du miroir, des deux côtés du lemniscate, comme balancé de part et d'autre, comme le montre ce signe infini qui ressemble finalement à l'ouroboros des alchimistes. Le serpent qui se mord la queue, mais qui dit bien que la fin n'est qu'un début, pour une terre nouvelle, pour une mer nouvelle, pour une ère nouvelle. Ses cheveux, regardons ses cheveux, ils sont blonds, la couleur de l'or, et bouclés, sans coiffe précise, sans règle, se terminant en petits cercles dorés, orange, entre le jaune et le rouge, comme un signe de liberté et d'ouverture. Ses cheveux sont comme l'oiseau qui s'envole et qui vole de sa cage, une liberté et une ouverture totale de l'esprit de l'adepte, juste au-dessous de l'infini, sont donc bien nécessaires pour accéder au trésor. Et son visage, pourtant il a l'air triste et regarde vers le bas, vers la terre. Cela signifie bien que le début de l'inconnu, le vrai, est plutôt vers la matière, vers la terre, en bas. Et que l'avenir donc, ou du moins la fin de la quête, est dirigée vers le ciel, en haut, tout en haut. La première étape, la première matière, est donc ancrée en terre, et c'est là qu'il faut aller la chercher, avec sérieux, gravité, mais l'esprit ouvert. Son costume maintenant, il est caractérisé par uniquement 4 couleurs. Rouge, symbole de l'élément feu, bleu, symbole de l'élément eau, jaune, jaune blond, doré, comme les cheveux qui ondulent et qui volent au vent, synonyme de l'air, ce troisième élément, et le vert, lié à l'élément terre, bien sûr, là d'où tout jaillit. Les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre,
forme tout l'univers bien sûr, mais c'est aussi les trois couleurs primaires que sont le rouge, le jaune et le bleu en peinture qui permettent d'obtenir toute la palette du monde visible. Et tout cela associé au vert, couleur de la chance et de l'espoir. Les messages sont clairs. Le personnage porte en lui toute la création, ou plutôt tout l'espoir est porté en ce personnage. En nous donc, en chacun de nous. Tout est possible pour tout le monde. Cela signifie bien qu'une grande partie de la quête est en nous, à l'intérieur de nous. Mais regardons ce petit col blanc qu'on en a oublié, et qui recèle bien d'autres messages. En effet, cette couleur blanche, c'est le symbole de la lumière, de la pureté, et elle est placée au-dessus du costume. Des couleurs primaires donc, indiquant bien une des grandes étapes de l'œuvre, la séparation. C'est le solvay avant la purification et le mariage alchimique. Séparer les principes de la matière comme le blanc est séparé en ces trois couleurs primaires, à partir d'une matière liée à la terre, le vert est travaillé d'une certaine façon. Ses jambes sont couvertes par un collant vert, encore une fois. C'est la chance et l'espoir qui le maintiennent sur terre, dans sa quête au-delà des cieux pour la pierre. Et ses pieds sont bien fixés en forme d'équerre, symbole de stabilité, mais aussi d'ouverture vers l'avenir et l'inconnu. Et les chaussures, en terminant sur ces chaussures, ce personnage, plusieurs choses étranges se dévoilent. À gauche, sa chaussure est une sorte de sandale classique, alors que celle de droite ressemble à une chaussure plus luxueuse avec un talon qu'il n'y avait pas sur l'autre. Deux chaussures différentes, qui nous font donc bien penser à une chaussure d'étudiant d'une part, de disciple, et de l'autre côté une autre de maître, d'initié, d'un personnage qui a acquis un haut rang. D'ailleurs, un seul lacet englobe la première chaussure, alors que sur la deuxième, la chaussure de maître, ce sont bien deux lacets qui s'y trouvent. La quête s'exprime et se retrouve jusqu'aux chaussures de ce personnage du battleur. Par le travail, il va donc passer de simple étudiant, de disciple, à maître, élu. Alors avant de passer aux outils qu'il tient, regardons plus en détail ses mains, et en particulier sa main gauche, avec lequel il tient le bâton de magicien. Alors regardez bien, et on le retrouve sur de nombreuses illustrations, il a 6 doigts en tout. Un petit en plus du cinquième. Une signification, ce n'est pas un hasard, mais aussi un symbolisme fort qui veut dire que l'être sur le chemin du trésor a quelque chose de plus. C'est le petit truc en plus d'un point de vue matériel, mais qui engendre un pouvoir spirituel supplémentaire. L'expression le dit bien, mon petit doigt me dit. C'est bien ce petit doigt qu'il a en plus. Finalement, il faut avoir un esprit, une capacité ou une forte motivation pour réussir la quête. C'est le sixième sens, caractérisé par ce sixième doigt supplémentaire. Et le parallèle avec ce grand adage des alchimistes est clair là aussi. Nul ne peut transmuter aucune matière s'il se n'est transmuté lui-même. Tout est dit. Alors dans ses mains, avec un regard dirigé vers notre gauche, vers le passé donc, vers la terre aussi en bas, à l'origine, là où se trouve la matière première, il tient d'une main un bâton, orienté vers le haut, et de l'autre une sorte de pièce d'or, orientée vers le bas. Alors, le bâton et la pièce, le bâton c'est bien sûr la baguette magique du magicien, celle avec laquelle il va faire sortir un lapin du chapeau, un prestidigitateur qui reçoit l'influx du ciel, du haut des dieux, car le bâton est orienté vers le haut, pour engendrer cette pièce d'or en bas qu'il tient par son autre main. Le bâton est bien orienté vers cette pièce sur l'image. Et ce doigt en plus, ce truc en plus, c'est bien dans cette main où se trouve le bâton. Et son corps se trouve au centre, pile entre le bâton et la pièce. Il se transmute donc lui aussi en même temps qu'il va transmuter la petite pièce. Et encore cet adage, nul ne peut transmuter aucune matière s'il se n'est transmuté lui-même. L'alchimie est bien présente.
Le regard du personnage se pose sur la première matière, et grâce au dieu du ciel, grâce à lui-même, grâce aux techniques précises et ses outils, il sera capable de la transmuter en quelque chose d'autre. La pierre philosophale est bien là. Bien sûr, un parallèle se retrouve aisément avec Saint-Michel qui terrasse le dragon. Le dragon est cette matière première, ensevelie sous terre. Et d'ailleurs, l'image le devine bien, des formes étranges qui ressemblent à quelque chose de caché sous terre, dans le coin gauche, regardez. C'est bien cela, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est quelque chose sous terre, caché. Et le bâton, c'est la lance de Saint-Michel. Alors on continue dans le décor ou le fond afin d'aborder la table et tout ce qui s'y trouve. Alors le paysage et le bas, ça intrigue. C'est bizarre, il y a plein de choses. Par son aspect, mais qui présente des liens forts avec la quête alchimique en réfléchissant un minimum. En partant de la gauche du passé, comme on l'a vu en allant vers la droite, tout est clair. Cette forme enfouie sous terre, encore une fois, je l'ai déjà mentionné, comme le dragon de Saint-Michel, c'est bien la première matière des alchimistes. On ne sait pas trop ce que c'est, mais elle est enfouie. Elle est un savant mélange de terre, de couleur chair. Elle est vivante donc. Et c'est exactement là où regarde le personnage. Encore une fois, comme le dragon terrassé par Saint-Michel, qui n'est pas mort, et qui va renaître, il est terrassé, il est mis en terre, il n'est donc pas mort. Saint-Michel ne l'a pas tué. Et comme le Christ qui va renaître pour diffuser la lumière sur le monde. Et la première chaussure, celle du disciple, est posée proche d'un petit bout d'herbe naissant. Quelques feuilles, 4 petites feuilles. Et celle du maître, la deuxième, sa deuxième chaussure, elle est proche de 2 herbes plus grandes, qui ont évolué comme un enfant devient un adulte. D'ailleurs, la deuxième, elle est revêtue, on le voit, d'une petite fleur, une sorte de fleur naissante, mais qui est en fait un aboutissement, comme le Graal, comme la fleur que l'on retrouvera dans la carte 14, qui présente la fin de l'œuvre sur la chevelure du personnage. Mais une autre plante se trouve au milieu des jambes du battleur, vraiment au centre, entre les jambes, de forme étrange, comme un épi de blé naissant, engendrant la vie, comme le germe de la pierre qui résulte du combat, du mariage, du fixe et du volatile, du lion et de l'aigle, du soufre et du mercure, pour ensuite grandir et devenir la pierre philosophale. Mais sa forme se confond aussi avec le sexe féminin, là d'où tout rentre et tout jaillit, comme l'entrée d'une caverne où le dragon a mûri et ressorti plus fort, comme Jésus meurt, ressuscite et ressort de cette caverne pour rayonner et diffuser sa lumière au monde, pour rayonner sur l'infini, qui est représenté par le chapeau du personnage. Et d'ailleurs, la forme des jambes du personnage est ce bleu clair avec cet épi ou ce sexe jaune au milieu pour évoquer aussi un corps de femme. Alors le battleur serait-il un homme ou une femme? Ou bien porte-t-il en lui les deux principes? C'est peut-être finalement un être androgyne, tant décrit dans l'œuvre alchimique, qui porte en lui tous les attributs. Bref, tous les signes alchimiques sont là. Alors regardons maintenant donc la table. Premier élément majeur, elle ne repose que sur 3 pieds apparents. Mais où est le 4e? Existe-t-il en dehors de la carte? Il n'y en a peut-être pas besoin, mais cela signifie que toute la stabilité se fait en 3 points. C'est de la mécanique, mais c'est aussi alchimique. Toute l'œuvre en 3 étapes uniquement. Le noir, le blanc, le rouge, par 3 principes. Le soufre, le mercure et le sel. Et cette table est bien le socle commun, le socle comme un où tout repose, la base de l'œuvre. Et cette table, on le voit sur la droite, comme on a vu, elle n'a pas de limite parce que on ne sait pas où elle va, où on va. Avec nos moyens matériels, l'infini revient comme le chapeau du personnage. Mais tout est possible. Avec tous ces éléments, tout est possible. Ni plus ni moins. Mais peut-être qu'une vie ne suffira-t-elle pas? Car ce travail semble de longue haleine.
La patience est l'échelle des philosophes et l'humilité la porte de leur jardin. Tout l'adage prend forme ici. Le jardin est proche, il est en bas, on le voit avec sa terre, ses fleurs, ses herbes, et la patience est bien manifestée par cette table, sans limite, mais qui mène à l'infini, le chapeau du bateleur. Et cette table, en fait, c'est en quelque sorte la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, là où tout est dit. Alors regardons précisément les outils qui sont présents sur cette table. Et qu'est-ce que nous trouvons? En fait, tous les outils nécessaires à la réalisation de l'œuvre alchimique, il n'y a aucun doute. On y voit des couteaux, des dés, des billes, des coupes et un sac. Alors regardons, analysons de plus près. Les couteaux, deux couteaux. Le couteau est le symbole matériel de l'élément feu. Tous les couteaux sont fabriqués à partir du feu de la forge, de tout temps. Il ne peut pas en être autrement. Mais il y a précisément deux couteaux. Un droit, celui que l'on connaît bien, et un autre, tordu, moins commun. Qu'est-ce qu'on pourrait couper avec ça? Le message est clair. Le feu est un outil indispensable dans l'œuvre, mais pas un seul feu. Deux feux sont nécessaires. Le feu de Vulcain, qui chauffe et qui brûle, que l'on connaît bien, symbolisé par ce couteau droit, et un autre, un deuxième feu, un feu secret, plus doux, celui qui ne brûle pas les mains. Celui qui représente le sel, catalyseur et exhausteur des matières, et qui va permettre de les rendre amoureux, qui va marier le soufre et le mercure. Ce sel, extrait de la rosée du matin. Un feu solaire, celui de Vulcain, et un feu lunaire, celui de Diane, le soleil et la lune donc. Ces deux feux sont deux outils et deux principes pour la réalisation de l'œuvre qui sont matérialisés par ces deux couteaux. Les coupes, maintenant, on en voit deux là aussi. La coupe a pour vocation à recueillir des liquides, sans aucun doute. Nous sommes donc en présence de l'élément eau, qui doit aider le disciple sur le chemin de l'œuvre. Deux coupes différentes, deux liquides différents donc. Et en effet, de l'eau est extrait le sel. Et comme le sel est double, les eaux sont doubles. L'imagerie et les textes parlent d'une eau de mer et d'une eau de terre. Symboliquement, hein. Une eau originaire du bas et une eau originaire du haut. Alors c'est bien sûr l'eau salée des océans et l'eau douce des rivières. Les deux eaux principales sur Terre, et quasiment antagonistes, l'une avec l'autre, qui ne se mélangent pas, mais qui permettent la vie tout entière. La vie pour les humains, mais aussi pour les animaux, les végétaux, et donc aussi pour les minéraux. Et grâce à elle, les réalisations les plus grandes peuvent se produire. Elle est la source des plus grands miracles sur Terre. Les dés, 3D, il vient ensuite des dés, symboles du hasard, bien sûr, mais c'est surtout les dés qui sont jetés dans le vent, l'air étant l'élément ici représenté. Il est ce troisième élément indispensable qui doit aider l'adepte dans les mélanges et les cuissons. Là aussi, comme précédemment, plusieurs dés indiquent plusieurs airs, et donc plusieurs vents. Pas uniquement l'oxygène de l'air, naturel pourrait-on dire, mais aussi un air réalisé et engendré par le disciple lui-même. L'air, il est bien nécessaire pour maintenir le feu, pas trop faible ni trop fort pour ne pas tuer définitivement la matière. Donc maîtriser le feu, maîtriser les feux, c'est maîtriser son air qui est sa nourriture, c'est maîtriser le résultat du jeu de dés, et donc aller côtoyer les dieux dont le dé en est l'instrument principal. Et ces billes qui sont présentes sur la table diverses et variées, elles sont assimilables à des sphères en verre, selon la tradition, et donc sont bien sûr fabriquées avec du sable dans la terre, comme support nécessaire à l'œuvre. Ils sont souvent doubles, indiquant bien une dualité liée au soufre et au mercure, les deux principes de toute chose issue de la terre. Et nous sommes bien dans l'élément terre. Ces quatre éléments qui clôturent ces outils-là. Et ces quatre éléments, dans les fêtes foraines, en plus de ce qu'on a déjà indiqué, on les retrouve en première place. Les couteaux, dans les célèbres lancers de couteaux. Les coupes, dans les jeux de hasard, où il faut retrouver un objet caché.
les dés, et le jeu de billes, pareil. Les jeux de loterie, les billes pour les enfants, on doit les faire aller dans un trou pour gagner. Une autre coïncidence, toute l'œuvre alchimique de la réalisation de la pierre philosophale a toujours été qualifiée de jeu d'enfant dans les textes, dans les vieux textes. Encore un lien avec cette carte et tout ce qui s'y trouve. Un enfant étant un petit ange, l'œuvre alchimique peut être donc qualifiée de jeu d'ange heureux comme un jeu dangereux. Alors en plus de ces outils, on distingue autre chose comme un sac ouvert, d'où sortent des choses étranges. Ici, après les 4 éléments, la logique est de dire que nous sommes en présence d'un cinquième. Mais ce cinquième est un savant mélange de deux principes. Le rond, compact, solaire, on le voit, et une plus longue, plus douce, la lune. On les retrouve dans le sac, qui se montre à nous. Et donc cet élément est une conjonction des 4 précédents, et les alchimistes l'appellent l'éther des sages, ce cinquième élément. Caché, secret, comme dans ce sac qui cache des objets, mais il est ouvert, car il faut aller le chercher, contrairement aux autres qui s'offrent à nous. Alors en résumé, cette lame du tarot, la numéro 1, elle nous montre tout ce que l'adepte a besoin pour la quête alchimique, tous les outils, tous les principes et tous les ingrédients, comme une recette de cuisine. Elle est bien un mets sage à suivre et déguster sans modération. La quête de la pierre philosophale est un chemin qui transcende le temps et l'espace, bien possible et accessible à tous. Tout est là, tout est sur la table. Pas de superflu, tout est possible, tous les signes sont là et tout est prêt pour partir, pour prendre le bateau du bateleur, pour aller où? Au-delà de l'infini, dans l'inconnu, mais dans la connaissance ultime pour l'immortalité, pas celle du corps vulgaire ou matériel, mais l'immortalité spirituelle. Tout est clair, cette carte est bien la représentation de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Et comme le dit cet autre adage des alchimistes, un est tout et tout est un. Alors il est bien normal que cette carte porte le numéro 1. Et ce n'est que la première carte. Toutes les autres vont apporter leur pierre à l'édifice. Et comme l'est écrit dans l'évangile, selon saint Matthieu au chapitre 16, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.